Et bonjour Célia pour cette dernière partie de l'épisode sur les relations toxiques. Donc sans plus attendre, eh bien, commençons justement sur les troubles de l'attachement là où on s'était Tout à fait, arrêté. on était là. Donc j'avais parlé donc, du premier trouble de l'attachement. J'avais expliqué qu'il y avait trois catégories de troubles de l'attachement qui étaient troubles de l'attachement anxieux, troubles de l'attachement évitant et troubles de l'attachement désorganisé. Et ensuite j'en étais arrivée à aller plus en profondeur dans les troubles de l'attachement où on avait repéré plusieurs catégories qui étaient toxiques, les personnes difficiles, les personnes immatures et les personnes saines. Ça nous permet déjà de mieux différencier dans la sphère affective comment ça s'organise tout ça. Donc, pour en revenir, donc le toxique, on avait vu que ce sont des personnes qui sont beaucoup dans un chaos, qui ont besoin de passer par tout un tas d'émotions complètement contradictoires les unes et les autres, qui fait que bah, ça crée chez l'autre des états d'adrénaline, toujours une forme d'intensité, mais qui devient de plus en plus destructrice en fait. Et donc, ce qu'on avait vu dans ce chaos, qu'est-ce qu'on entend derrière? On entend également tout ce qui est comment dire, de l'instabilité émotionnelle. Donc, ce sont des gens qui sont toujours changeants dans leur stabilité émotionnelle. On a l'impression de marcher sur des œufs, on a l'impression qu'on ne sait plus trop où se situer parce que c'est tellement un coup blanc, un coup je recule, un coup j'avance, un coup je fais du chaud, un coup je fais du froid. C'est tout le temps changeant en permanence. Ce sont des gens qui font régulièrement des crises. Et comme je l'ai expliqué, ces crises ne sont pas forcément des crises liées à un trauma, c'est des crises de sabotage, c'est des crises de destruction. Tout ça pour garder une forme de contrôle sur l'autre, une forme de pouvoir sur l'autre. Comme on dit, c'est en créant de la division qu'on finit par mettre du pouvoir sur l'autre. Donc, voilà, donc on a des comportements addictifs, comme je l'ai dit, donc tout ce qui est de l'ordre de l'alcool, de tout ce qui est addiction aux drogues dures, ça peut être aussi le cannabis, la cigarette, etc. Il faut savoir que c'est quand même une tendance de personnes qui sont autodestructrices. Et comme je l'ai expliqué quand on a parlé un petit peu toutes les deux, les gens qui sont autodestructeurs, certes, ils ne vont pas forcément détruire l'autre directement, mais ils vont détruire l'autre indirectement parce qu'ils nous poussent à aller dans leur sphère à eux, leur monde à eux, pour nous plonger de plus en plus vers leur chaos en fait. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se noie avec eux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que certes, elles sont peut-être pas là à détruire l'autre directement, mais leur état d'être et leur mal-être profond vont finir par nous engloutir nous aussi en fait. C'est pour ça que c'est toxique. Et donc, il faut savoir que ce sont des personnes, donc comme je le rappelle, donc, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de contrôle, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de manipulation, il y a de l'agressivité, il y a de la colère, il y a de la violence, il y a du chaud-froid, il y a des changements permanents émotionnels, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous éloignez, la personne se rapproche, au moment où vous vous rapprochez, elle s'éloigne. Il y a toujours ce jeu qui va au-delà juste de la simple séduction qu'on peut faire dans je veux dire, naturellement, on va venir, on va se laisser un peu désirer en partant un peu pour que le pied. Là, ça va au-delà de ça, en fait. Ça va vraiment que plus je m'éloigne, plus je rends l'autre accro en lui donnant des miettes. Et ces miettes-là, ben, je m'accroche. Donc la personne, ben, elle a accroché un hameçon. Et donc quand l'hameçon est accroché, l'autre se retire et hop, l'autre a envie de retrouver, en fait. Et c'est comme ça qu'il le tient. Donc une forme de piège. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les gens avec des comportements toxiques et des personnalités toxiques, on est carrément là-dedans. Donc on est tous dans quelque chose de, comment je pourrais dire, de d'équilibré, de quotidien et de stabilité. Il n'y a pas du tout de stabilité dans quelque chose de toxique. Maintenant, dans un couple, bien évidemment, dans toute relation, on n'a pas de la stabilité en permanence. Il peut y avoir des moments de dispute et des moments qui vont montrer que bah, on est un petit peu moins en équilibre, mais ça va venir à se rééquilibrer naturellement. Or, dans quelque chose de toxique, c'est une montagne russe en permanence. Et on devient addict à ces montagnes russes, en fait. Voilà pour ce qui est de l'ordre de la toxicité. Ensuite, on a les personnes difficiles. Alors, les personnes difficiles, c'est un petit peu plus inférieur que les toxiques, donc sont un petit peu en dessous. Et eux, c'est la même base que les personnes toxiques dans le sens où elles sont profondément blessées, peut-être un petit peu moins abîmées que les personnes toxiques, qu'on appelle les blessés de la vie. Donc ça peut être les chocs émotionnels, ça peut être les schémas répétitifs, bref, les carences affectives, etc. Et cela entrave en fait la capacité à aimer et à être en relation. Ce sont des personnes qui ont des difficultés pour être en relation. Donc parfois, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si elles ont de la difficulté à être en relation, ce sont des personnes qui vont avoir leurs blessures endormies. Donc pas parce que la personne a l'air ouais super tout va bien, le jour où je suis en intimité, ça change tout. Parce qu'elles sont divisées à l'intérieur d'elles, c'est-à-dire que la blessure est,
Elle est bien présente, mais elle reste au stade inconscient endormi jusqu'au moment où on commence à aller dans une relation avec plus d'intimité, que là, ça se réveille, beaucoup plus. Et donc, ces personnes-là, elles ont perdu la capacité à s'ouvrir à l'autre, et d'ailleurs, ce sont souvent ces personnes-là qui vont dire « Moi, c'est terminé les relations, j'en ai marre de souffrir, je me ferme ». C'est typique ce genre de personnes. Donc, en général, ils vont créer une carapace, donc ce qu'on appelle une armure épaisse, où ils vont se refermer petit à petit. Et donc, dans cette carapace, en fait, donc je me protège, on en revient à l'ego qu'on a parlé dans notre podcast, qui est une forme de protection, un mur. Du coup, il n'y a pas de place à l'autre, mais ce mur va finir par blesser l'autre aussi, qui va lui-même mettre un mur aussi. Et le fait que l'autre mette ce mur, ça va venir conforter la personne qui a mis le mur, que c'est justifié qu'elle mette son mur. Donc, il y a cet aspect-là. Et ce sont souvent donc cette partie-là, ou alors ils sont dans un déni de leurs blessures, comme j'ai expliqué. Et là, ce sont des personnes qui vont avoir un niveau très élevé, très exigeant, d'où ils vont avoir un idéal, un fantasme pour rattraper cette blessure, en fait, de la, comment je dirais, de chercher une réparation. Donc, admettons. On va parler par exemple d'une personne qui a une grosse carence affective au niveau du père ou de la mère, admettons. Elle a enfoui ça et puis elle rencontre une personne qui pour elle est potentiellement cet idéal du parent qu'on n'a jamais eu. Donc on va projeter la meilleure image d'un parent absent en se disant peut-être qu'elle va pouvoir, il ou elle, hein, va pouvoir remplacer ce parent qui m'a manqué, donc du coup je le projette à travers cette personne-là. Et donc ça devient nocif parce qu'on met des exigences sur l'autre qui n'a rien demandé. Et puis surtout, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il est, on aime l'autre pour qu'il n'aurait pas. Et c'est ce qui se passe dans la dépendance affective qu'on y viendra, mais c'est vraiment ça. Donc cette armure, le paradoxe, c'est que les gens trouvent ça très attrayant parce que ce sont des personnes qui au début donnent une impression de, comment je dirais, de stabilité justement, où rien ne transparaît. Donc si rien ne transparaît, ce sont des gens qui sont sûrs d'eux, confiants, alors que c'est tout l'inverse, ce sont des gens qui cachent tout. En fait, ce sont des êtres fragiles à l'intérieur d'eux-mêmes, mais sous une apparence qui donne tout l'inverse. Donc on est vraiment dans une illusion totale. Et on s'en rend compte au fur et à mesure qu'on va dans la relation, parce que on se rend compte que dès qu'on va commencer à dire quelque chose sur eux, pas forcément sur leur personnalité, mais sur des comportements ou autres, ils vont tendance à être susceptibles ou mal réagir parce que ça vient justement toucher le point où ils ont du mal à aller. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette armure, c'est qu'elle est attrayante, donc elle donne une impression de pouvoir, hein, vraiment. Et dans les personnes toxiques, c'est la même chose, sauf que dans les personnes toxiques, on va être plus attiré par leur manière de séduire. La séduction, cette facilité à charmer, à envoûter, à se faire désirer. On avait parlé de l'influence. Alors que ces personnes-là auront tendance à plus dégager de la force. Donc plus côté domination, en général. Ce n'est pas toujours le cas, ça peut être de très bons séducteurs aussi, ces personnes-là, mais c'est quand même de la domination qui va transparaître. Donc, ce que je peux dire aussi de ces personnes-là, c'est que certains, pas tous, ça peut être des hypersensibles à la base, donc des gens vraiment avec une sensibilité, qui au final est torturée. Et ils ont fini par tout fermer, dont leurs émotions sont fermées. Et ces personnes-là qui ont fermé leurs émotions depuis très longtemps ont du mal à rouvrir leurs émotions, à reconnecter à leurs émotions, et surtout elles en ont peur. Parce que ça vient trop heurter leur ego, les gens créent dans l'ego beaucoup justement, et donc dès qu'ils font face à leurs émotions, ils ont tellement peur d'être submergés par leurs émotions qu'ils finissent par couper en fait, ils veulent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller gentiment, donc les personnes difficiles, c'est possible d'y remédier, on va dire un petit peu plus facilement que les personnes toxiques, où là c'est très compliqué, c'est plus compliqué on va dire. Mais ces personnes-là, voilà, il y a moyen de pouvoir les aider à reconnecter à eux-mêmes, à replonger à l'intérieur d'eux-mêmes et apprendre à se connaître. Voilà. Mais c'est un travail, évidemment, ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est beaucoup de choses à reconnecter, puis surtout lever petit à petit les résistances, de comprendre que c'est les résistances qui posent problème, pour commencer à aller dans l'être et non plus dans l'avoir et non plus dans cet ego qui prend énormément de place. Voilà. Donc ça c'est pour cette partie-là. Ensuite là, dans l'insécure, ça rejoint les toxiques et les difficiles. Donc dans l'insécure, alors là on est plus, donc pas forcément des gens difficiles, mais qui sont insécurisants. Alors qu'est-ce qu'une personne insécurisante? On va pouvoir y venir. Donc c'est des personnes qui vous prennent et qui vous jettent.
Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein, donc c'est tout le temps du chaud-froid. Peut-être que oui, peut-être que non. Toujours indécis, toujours dans le flou. Donc ça fait une forme de manipulation aussi parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. Ça manque de clarté parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'en ont pas. Et c'est surtout que comme ils sont en insécurité, le moindre mouvement à l'extérieur qui vient les insécuriser les remet automatiquement dans quelque chose de je ne sais plus. Ils n'arrivent pas à le gérer en fait. Donc il faudrait que tout soit tout le temps stable à l'extérieur et là ils vont pouvoir être bien. Mais ça ne marche pas comme ça en fait. Il faut qu'on soit stable à l'intérieur de nous-mêmes, sécure, pour pouvoir faire face aux insécurités de la vie et le mouvement. La vie est mouvement. On ne peut pas demander à la vie d'être figée. Sauf que les gens, c'est ce qu'ils veulent. Donc c'est le contrôle. Le contrôle, c'est quoi? Les gens contrôlants, ils veulent tout contrôler à l'extérieur pour se rassurer en disant je tiens bien les choses en main, comme ça moi je me sens bien sécure. Mais en fait c'est tout faux parce que le jour où il y a un pion à l'extérieur qui va capoter ou autre, ça y est, je suis en insécurité. Donc c'est illusoire total. Et donc, ce qui est assez marrant dans cette personne-là, c'est j'aime ça en toi, mais en même temps, j'aime pas ça du tout encore. C'est dans la contradiction totale. Voilà, la contradiction totale. Mais c'est exactement ça, c'est vraiment cette contradiction. Donc voilà, j'aime ça en toi, mais en même temps, j'aime pas encore ça, donc on sait bien trop où on va. Peur de l'engagement, évidemment, peur de souffrir. Ils finissent d'ailleurs, comme ils ont peur de souffrir, ils finissent par faire souffrir l'autre parce qu'ils sont tellement en protection que ça fait mal à l'autre. Il n'y a aucune ouverture, en fait, il n'y a aucune rencontre réelle. Ils sont imprévisibles, bien évidemment. Ça se passe bien, puis tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi ils disparaissent et puis ils reviennent. C'est difficile de savoir, on ne sait jamais. En fait, c'est un simple mouvement en permanence. Par contre, ils vont être exigeants à vous demander sans arrêt des preuves d'amour, d'attachement. Ils se montrent exigeants, d'humeur instable. Ils vont faire preuve d'instabilité émotionnelle, de dépendance. Je m'accroche à toi, puis je te rejette. Voilà. Donc ces personnes-là, il y a moyen d'y remédier, bien évidemment. Par contre, ça demande pour celui qui est en couple avec ce genre de personnes d'être extrêmement patient. Et surtout, il faut que la personne prenne conscience qu'en fait, c'est à l'intérieur d'elle-même que ça angoisse, que ça insécurise, et que c'est pas à l'autre de venir remplir cette sécurité. Enfin, parfois, il faut que la personne soit ouverte à être présente, ça c'est pas possible, quoi. Enfin, travailler sur elle-même. Il y a des gens, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le dépendant et le codépendant. C'est souvent ce jeu-là qui joue, c'est que le dépendant est en insécurité, va demander au codépendant de rassurer. Donc les deux se rassurent à leur façon. L'un est rassuré parce que l'autre rassure, et l'autre qui rassure est rassuré parce qu'il rassure. Donc, voilà, on est vraiment dans ce jeu-là. Bon, donc c'est une insécurité, ça ne veut pas forcément dire une immaturité, on va y venir. Ce sont juste des gens qui ne savent pas sur quel pied danser parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ça bouge sans arrêt en fait. Et à un moment donné, quand on est sécurisé, on est stable avec ses émotions, on est stable avec ses pensées et on ne se sent pas comme je dirais, impacté par quelque chose qui va modifier tout notre état d'être ou notre manière de penser. Ça, c'est typique de l'insécurité, c'est dès qu'il y a un truc à l'extérieur qui bouge, ça bouge toute ma structure. Non, ça ne devrait pas en fait. Quand on a une structure stable et qu'on est ancré comme un arbre, qui est du vent, de la neige ou de la pluie, il est toujours fixe là. Par contre, les branches, elles bougent. Mais il y a un moment où si cette base n'est pas solide, bah, effectivement, je vais à droite, je pars à droite, je vais à gauche, je pars à gauche, c'est toujours instable. Et c'est ce qui se passe à l'intérieur de ces personnes en fait. Elles sont voilà, émotionnellement instables. Ensuite, on a l'immature. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Alors, l'immature, donc, ce sont des adultes avec avec un état d'esprit enfant. C'est un peu le syndrome de Peter Pan, il y a les personnes qui ne sont jamais trouvées. Oui, qui ne veulent pas grandir. Oui, sauf qu'elles ne se voient pas forcément immatures. C'est ça le truc. Donc, ce sont des gens capricieux, capricieuses. Donc elles sont dans un corps d'adulte, donc elles vont avoir des comportements enfantins, elles vont valoriser l'autre, mais alors attention parce que elles font beaucoup de manipulation, mais de la manipulation pour que l'autre s'occupe d'elles. Donc du coup tout est fait pour obtenir des choses de l'autre, mais en donnant des qualités. Oh, tu es meilleur que moi pour faire tel truc, oh machin, comme ça moi je me dédouane, je prends aucune responsabilité, je laisse faire l'autre. Je suis dans aucune autonomie, j'attends que l'autre le fasse à ma place, donc c'est un problème. Du coup, on n'est pas dans quelque chose d'adulte. Le problème de ça, c'est que ces personnes-là vont rechercher un partenaire stable, effectivement, qui règle leurs problèmes à leur place, qui joue le rôle de parent avec elles. Et le problème de ce couple-là, c'est qu'il y a souvent des conflits, il y a souvent de la frustration et une profonde insatisfaction parce que la personne qui est adulte n'aura jamais le retour du niveau de là où elle en est émotionnellement. Une personne immature est incapable d'avoir un niveau adulte émotionnel. Donc, c'est comme si on se retrouve avec un petit enfant. Donc il est content quand tu lui donnes un jouet, il n'est pas content quand tu lui retires son jouet. On en est là. On en est vraiment là. Je peux vous dire que des gens comme ça, il y en a beaucoup. Donc c'est des gens qui n'aiment pas être remis en question, c'est des gens qui sont susceptibles,
C'est des gens que c'est toujours la faute de l'extérieur, qui ont tendance à se victimiser évidemment, mais le vrai profil immature, ce sont des personnes qui, comme elles sont égocentrées, il faut le rappeler aussi qu'elles sont tournées que sur elles-mêmes aussi, pour elles, il n'y a pas besoin de se remettre en question, puisque l'introspection fait partie de la maturité de l'âge adulte, elles se mentent pas. Pour elles, c'est normal, c'est comme ça. Elles ont grandi comme ça, elles sont comme ça, et donc du coup, dès qu'on commence à dire, bon écoute, il faudrait peut-être évoluer là-dessus, non, 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 non. Mais elles ne le reconnaissent absolument pas, parce que ça ne passe pas par l'état d'introspection, comme je l'ai rappelé. Donc elles n'ont aucune responsabilité, et surtout, vraiment ça, c'est vrai que j'insiste pour l'avoir connu, les immatures vraiment ne supportent pas d'être contrariés. Alors là, c'est le summum du summum, c'est ni contrarier, ni faire des efforts, tout doit être dans le confort, j'en fais le moins possible, et je me porte bien. Voilà. Et souvent d'ailleurs, ce genre de profil, on les retrouve des hommes qui se mettent, souvent des hommes qui ont de l'argent, pas toujours, hein, mais il y a une catégorie qui est comme ça, où il y a des hommes qui ont de l'argent qui se mettent avec des femmes très enfants, où en fait ils les prennent en charge complètement financièrement, ils les habillent comme des poupées, ils les sortent et tout. Voilà, c'est typique de ça. Voilà, donc c'est le confort avant tout, tout ce qui va avec, est toujours amené à moi, pour me satisfaire moi, l'autre doit être là pour moi, c'est typique d'un enfant. Donc c'est immature parce que l'enfant il a besoin des parents pour vivre, sauf qu'adulte normalement ne devrait plus être là. Mais il y en a, ils n'ont pas poursuivi leur évolution psychique et ils en sont là. Donc ces personnes-là, comprenez bien que plus vous les aidez, plus vous faites à leur place, plus vous ne les aidez pas à être dans l'autonomie, déjà pour commencer. Et deuxièmement, ce travail d'introspection, c'est qui tout double. Soit effectivement, elles ont une grosse prise de conscience à un moment donné que leur comportement est nuisible pour l'autre, et là, il y a moyen, si elles prennent conscience, de rectifier, de commencer à faire un travail d'introspection, comme je le rappelle. Mais maintenant, si elles ne reconnaissent rien et que tout est dans le déni, il n'y a rien à faire. Elles resteront comme ça. Et elles peuvent rester comme ça toute leur vie. Ça, Maintenant, une relation saine, une personne mature. Donc déjà la maturité c'est quoi? Donc ce que j'ai mis c'est capacité de répondre aux éléments de la vie en créant une séparation entre vos émotions et les événements. Il y a une prise de recul sur les choses. Elles arrivent à fonctionner avec les hauts et les bas de la vie, bien évidemment, parce qu'elles savent que la vie est impermanente. Elles sont honnêtes avec elles-mêmes, elles ont conscience d'elles-mêmes, elles ont une bonne connaissance d'elles-mêmes et du travail qu'elles ont à accomplir à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont la capacité de pouvoir s'auto-étudier, de se rendre compte que tel comportement est bon ou pas, peut-être qu'il faut que je travaille sur moi là-dessus. Donc elles ont cette capacité de lucidité à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles posent les actions pour y arriver. Elles ne sont pas là en train de pleurnicher, elles ne sont pas là en train de pleurer sur leur sort, et elles ne sont pas là en train de chercher absolument tout à l'extérieur. Elles vont puiser dans leurs ressources. Donc, une relation saine pour une personne saine, c'est une personne qui est stable, une personne qui est mature, une personne qui est sécurisante, qui se sent en sécurité avec elle-même, qui est dans la construction des choses, qui maintient les efforts, qui a une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de pouvoir se remettre en question quand l'autre dit quelque chose ou d'être à l'écoute de l'autre pour pouvoir réajuster et arranger s'il y a besoin. Il y a une forme de, comment je dirais, de coopération en fait qui se fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc elles ont un esprit clair, elles sont dans la clarté, elles ont des limites claires, elles savent très bien ce qu'elles ne veulent pas, elles ont un attachement sécure, ce qui fait que peu importe les éléments, elles ne bougent pas de leur base. Elles n'ont pas peur d'aimer, évidemment, elles n'ont pas peur du lien. Elles sont beaucoup plus dans la routine, elles sont moins dans le drame, évidemment, elles sont moins dans le débile, elles sont moins dans l'apparence, elles n'ont pas besoin de ça en fait. Elles sont moins dans la séduction aussi, moins dans la fantaisie, moins dans tout ce qui est apparence et adrénaline. Pourquoi? Parce qu'elles savent ce qu'elles valent, elles ont de la valeur, donc elles n'ont pas besoin de l'afficher en fait. Voilà, plus on affiche et plus on est en manque en fait. C'est ça que j'explique aux gens, c'est pas ce qui est le plus visible, qui est le plus parlant ou la réalité en fait. Justement, on est dans un monde qui est d'illusion. Et plus on se voit soi-même, plus on est dans l'illusion. Et c'est pour ça que les gens qui ont fait un travail sur eux-mêmes, voient ces illusions, alors que les personnes qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes sont victimes des illusions. C'est là qu'on voit vraiment la différence dans les deux. Donc, ce sont des personnes qui préfèrent communiquer, qui sont dans la communication, dans l'échange, qui vont pouvoir solutionner, elles sont responsables de soi. Elles s'adaptent, mais ne se suradaptent pas. Bien évidemment, elles peuvent arranger les situations quand il faut, mais elles ne vont pas se suradapter ou surenchérir sur quelque chose ou investir tout ce qu'il ne faut. Elles ont peu de variations émotionnelles, mais ce n'est pas des montagnes qui montent et qui descendent non-stop. Elles sont en paix en fait avec elles-mêmes parce qu'elles ont fait un travail sur elles-mêmes.
Donc du coup, il y a un équilibre qui se fait, et du coup, quand il y a cet équilibre, c'est sûr, c'est pas les montagnes russes, le manège, là où on va ressentir des sensations fortes, extraordinaires, c'est sûr, mais c'est là où j'invite les gens vraiment à réfléchir, c'est que vous avez le choix. Soit vous décidez de vous satisfaire à court terme, qui est les montagnes russes. C'est sûr que sur le moment, vous sentez votre dose d'adrénaline, c'est merveilleux, c'est magique, tout ce que vous voulez. Ça redescend aussi vite que ça monte. Soit effectivement, vous avez moins cet aspect-là, mais par contre, sur le long terme, vous allez avoir le droit à plus d'épanouissement, plus de bonheur, plus d'accomplissement, plus de choses en fait. Ça se construit sur le temps. L'amour est du temps. L'amour n'est pas un truc à la va-vite. Ça se construit. Donc c'est ça la différence. Et les gens aujourd'hui sont dans la consommation, et cette consommation nous met dans les choses à la va-vite, et on va absolument ressentir des sensations, si on ressent rien, c'est qu'il n'y a rien. Non, parfois ça prend du temps, ça se construit, c'est apprendre à vivre en fait, tout simplement. Et on n'est pas dans notre dose qu'on attend, j'ai papillon dans le ventre, donc ça y est, c'est merveilleux, c'est la bonne personne pour moi. Non, non, ça marche pas comme ça en fait. J'ai une question sur les personnes dites saines. Est-ce que ça vient, enfin, on est sain parce qu'on a forcément fait un travail sur nous-mêmes ou est-ce qu'on peut être naturellement une personne saine? Alors, il y a des personnes saines qui ont cette chance d'être équilibrées parce qu'elles ont été dans une famille sécurisante. Ça existe bien sûr, heureusement, il y en a. Donc, ces personnes-là auront moins de problèmes que d'autres. Bon, on va pas mettre trop mal des petites choses, mais ça ne sera pas chaotique, ça ne sera pas toxique, ça ne sera pas dans des choses négatives à ce point-là, en fait. C'est ça la différence. Oui, ça existe, bien sûr, oui, oui. Maintenant, elles vont quand même faire un travail sur elles, mais parce qu'elles ont conscience qu'elles ont besoin de travailler des choses, comme par exemple augmenter l'estime de soi, la confiance en soi, ce genre de choses. Mais naturellement, l'attachement est sécure, oui, elles ont confiance. Elles ont confiance dans l'autre, plus facilement. Et ce qui est vrai, c'est que ces personnes saines ne sont pas du tout attirées par les gens bling-bling, par les gens qui vont faire comment dire, la séduction à outrance. Non. Ça ne va pas les attirer parce qu'ils vont vite comprendre que c'est pas clair en fait, que c'est surjoué. Elles sont dans la vérité. Donc, à partir du moment où on est dans la vérité, l'authenticité, on voit tout de suite quand quelqu'un ne l'est pas. Alors, ça, c'est une évidence, je peux vous le garantir ça là-dessus. On voit le contraste qui est en train de se jouer, c'est assez impressionnant. Ouais. Et alors, si on en vient un petit peu à la dépendance affective pour qu'on aille un peu plus en profondeur, est-ce que tu peux nous en dire trois mots? Alors, avant d'en venir à la dépendance donc affective, fait partie, donc, comme j'expliquais, du trouble de l'attachement anxieux, du désorganisé aussi. L'évitant peut en faire partie, mais il est quand même moins parce qu'il s'autosuffit. Le dépendant a besoin de l'autre, il y a une histoire de besoin derrière. Le problème vraiment, je dirais, du dépendant affectif, déjà il doit comprendre qu'il est dans une vision idéalisée des choses. Quand je dis idéalisé, c'est qu'il y a une forme de fantasme, d'idéal absolu, de quête d'un idéal. Pourquoi? Parce que derrière cette quête de l'idéal, qu'est-ce qu'on entend? On entend fusion. Indépendant, il souffre en fait d'une défusion avec l'autre. C'est-à-dire qu'il a toujours besoin de se sentir en symbiose comme un enfant serait avec maman. Quand on est tout petit, on est dans cette symbiose-là normalement, évidemment, parce qu'il y en a qui ont malheureusement pas eu ça. Puis où ça a été, voilà, il y a eu un trauma derrière ou autre, ça je pourrais y venir. Et donc cette symbiose-là, donc si elle a manqué, on va être à la recherche de ça, et si on l'a eu, on le veut aussi à nouveau. Donc ça dépend après comment cette fusion elle s'est passée. C'est que dans le dépendant affectif, dans cette fusion, c'est si la mère a toujours été en fusion avec son enfant, ce qui arrive très souvent dans les mères qui accaparent l'enfant et le père est absent. Du coup, la mère prend le contrôle de l'enfant beaucoup plus, comme si ça devenait un substitut d'elle-même, donc une part d'elle-même, et elle ne différencie plus l'enfant d'elle-même. Et on en vient à la comportement toxique dont on a parlé du début. Et donc, dans cette fusion, donc l'enfant se sent exister qu'à travers maman, il se sent exister qu'à travers l'autre, et il n'arrive pas à exister par lui-même. Le dépendant, c'est vraiment ça. Donc, à un moment donné, il va falloir que normalement, maman doit apprendre à défusionner avec l'enfant pour que l'enfant comprenne qu'avant d'être une maman, c'est aussi une femme. C'est une femme qui a des limites, qui a des besoins, en bref, une entité à part, pour que l'enfant comprenne qu'il est avec maman, mais il est aussi avec lui-même. Or, dans la fusion toxique, il n'y a malheureusement pas cet aspect-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le dépendant affectif, en fait, ça le rassure de retrouver cette fusion. Donc cet idéal, ce fantasme, ce truc où on se sent tellement bien quand on est collé à l'autre, on ne se sent plus qu'un, mais c'est tellement merveilleux de se sentir plus qu'un.
Oui, on peut connaître ces états-là. Cet état-là n'est pas négatif, la fusion n'est pas négative. La fusion toxique, c'est que c'est en permanence et ce sont les personnes qui, quand elles se détachent, elles n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins et à leur aide. Elles ont besoin de l'autre. Et donc, à partir du moment où il y a cette coupure du lien avec l'autre, j'ai l'impression que je ne peux plus exister. C'est la plus grande peur des dépendants affectifs, c'est j'ai l'impression que je ne peux plus exister sans l'autre parce que j'ai besoin du lien pour exister. Donc, c'est pas spécialement l'autre en fait partie, mais c'est le lien à l'autre. C'est ça la dépendance. Donc, quand l'autre s'en va, le lien est coupé, j'en souffre parce que j'ai l'impression que je ne peux pas exister par moi-même et c'est le néant total. Alors effectivement, c'est du vide parce que la personne n'a pas appris à être avec elle-même. Donc forcément, si l'autre s'en va, le lien, le regard de l'autre, l'approbation de l'autre, l'admiration, tout ce qu'on veut, bah, dès qu'il n'y a plus ça, je me sens vide en fait. Et c'est ce vide-là que les dépendants souffrent. Et c'est pour ça que quand ils sont seuls, c'est dur pour eux. C'est dur encore une fois, la solitude qui est pour eux imposée, mais solitude, je préciserais plus l'isolement. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être isolés et que sans l'autre, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont dans une dépendance où l'autre représente tout, représente leur moitié, hein, comme on l'entend, ça en fait partie. Il y en a d'autres, c'est leur âme sœur, c'est la révélation, c'est sans l'autre, je ne peux pas vivre. Du coup, elles vont se mettre aussi dans une position d'énergie où elles vont donner énormément à l'autre pour avoir. Alors, il faut savoir que c'est assez égoïste, hein, parce que c'est je donne à l'autre, mais pour subvenir à me rassurer moi, à garder le lien. Je fais tout pour éviter que le lien s'éloigne. Donc, il y a de la manipulation dans la dépendance affective, il y a du chantage affectif, il y a de la bouderie, ça dépend du niveau de la dépendance, évidemment. Ce sont des personnes qui vont, comment je pourrais dire, reprocher à l'autre quand ces personnes sont elles-mêmes, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai envie de faire les choses tout seul, fais tes choses de ton côté, la personne dépendante ne supporte pas. Ah, tu vas faire les choses sans moi? Ça va pas aller. Ah, mais moi je fais jamais les choses sans toi, ça a du mal en fait, donc du coup ça va mal réagir. Parce que derrière ça, elle ne supporte pas que l'autre puisse fonctionner indépendamment d'elle. Parce qu'elles ont besoin de s'accrocher à l'autre, donc si l'autre n'est pas accroché comme elle, ça ne leur plaît pas en fait. Donc elles n'aiment pas quand l'autre est capable d'être heureux sans elles. Ça, c'est typique du dépendant. Alors là, le dépendant a du mal à accepter vraiment que l'autre puisse faire les choses par lui-même sans l'autre. Ah non, non, il faut qu'il y ait l'autre. Parce que la personne dépendante, elle a besoin de l'autre. Donc il y a ce problème-là dans la dépendance. Ensuite, dans une autre catégorie de dépendance affective aussi, les femmes qui aiment trop, comme on est parlé, ce sont les gens qui donnent énormément. Donc on a l'impression que c'est du don. C'est pas réellement du don, c'est une forme de réparation à l'intérieur d'elles-mêmes où elles ont tellement manqué d'affection qu'elles se disent si je veux en donner en plus, toujours en plus, bah, l'autre va m'aimer plus. Sauf qu'en fait, l'autre va pas forcément aimer plus parce qu'elles vont donner à des gens comme leurs parents qui n'ont pas donné. C'est-à-dire que si un parent a été absent ou un parent a été négligent, eh ben, elles vont se dire que j'ai pas réussi à changer mon parent quand j'étais enfant, c'était mon souhait inconscient de faire ça. Donc du coup, je garde cette projection, ce fantasme-là, cette idéalisation-là. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais venir apporter à l'autre ce que moi j'ai manqué. Comme ça, peut-être qu'à ce moment-là, l'autre, il va me donner ce que j'ai pas eu. En fait, l'autre, il ne peut pas donner à la hauteur de ce que la personne n'a pas eu, en fait. Donc à un moment donné, ben, la personne, elle va donner à des gens indisponibles, elle va donner effectivement à des gens toxiques, des gens qui vont souffrir. Elle va être sensible en fait à son vécu de son schéma familial d'un des deux parents ou les deux parents, tout dépend voilà, du contexte. Et donc du coup, ça va être projeté sur le partenaire. Et donc le partenaire va avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et tout. Mais c'est là où c'est la porte ouverte aux manipulateurs, parce que les manipulateurs vont servir, vont prendre. En fait, c'est pour réparer les carences affectives. Voilà, c'est une forme inconsciente de vouloir réparer ce qui a manqué. Et donc, elles disent que si je donne, je vais obtenir. Enfin, réparation, je vais enfin obtenir ce regard, cet amour que j'ai jamais eu. Peut-être qu'enfin, la personne va me le donner parce que je vais me mettre dans la position pour l'avoir. Sauf qu'en fait, elles vont investir. Et même, je vais aller plus loin, surinvestir. Et c'est là où on tombe dans l'emprise. C'est que plus je donne, plus l'autre donne moins. Donc, plus l'autre donne moins, plus je donne. Et en fait, plus je donne, plus l'autre s'en va. Et au moment où je donne moins, l'autre me redonne. Ah! C'est un cercle vicieux. C'est ça l'emprise. En fait, l'emprise, c'est que normalement,
un couple, c'est 50-50 dans l'absolu, on a 40-50, on n'est jamais 50-50, mais parfois on a l'équilibre de deux personnes qui se rencontrent, chacune apporte son bien-être séparément, elles se retrouvent ensemble et elles font un bien-être ensemble, mais elles sont quand même dans un bien-être ensemble, séparé. Or, dans une relation toxique, il y a un déséquilibre. Donc, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de dominant-dominé, on est dans une supériorité-infériorité. Il y a un déséquilibre à un niveau où, en fait, ce n'est pas équilibrant. Donc, par exemple, un couple où il y a un des deux qui est un parent et l'autre qui joue l'enfant, c'est un déséquilibre. Si on a une personne toxique qui ne donne jamais et que l'autre donne tout, c'est complètement déséquilibrant. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On est dans les manipulateurs et dans l'emprise, c'est que on va parler donc de l'idéalisation, de la phase lune de miel, de love bombing, tout ce que vous voulez. Love bombing, c'est quoi? C'est une technique de manipulation que toutes les personnes pervers narcissiques et les gens manipulateurs, les gens avec des comportements toxiques peuvent utiliser. En fait, c'est comment je dirais, c'est en fait, on va donner un surplus d'amour, tout va venir très rapidement, tout est magique, merveilleux, comme si on était drogué à la limite, où la personne, elle est là, tu es le meilleur qui puisse m'arriver, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi, oh, tu représentes toutes les qualités que j'aime, je me vois avec toi, mais il faut savoir que ça se fait dès les premières secondes. Et tout le monde dit, mais c'est possible. Non, pas aussi rapidement comme ça, pas aussi intensément. Quand on connaît la personne, oui, mais là, quand c'est de love bombing, c'est qu'on bombarde la personne d'amour, d'attention, de bienveillance, tout ce qu'on veut, mais c'est un appât, c'est pas une réalité. C'est-à-dire que la personne qui va, le manipulateur ou autre, qui va utiliser ce biais-là, en fait, c'est pour pouvoir charmer, endormir la personne, la noyer dans un rêve en fait. C'est-à-dire qu'on commence à mettre la personne dans un rêve. Et la personne, on commence à être dans un rêve, et comme elle est dans un rêve, elle commence à être dans le contrôle de l'autre par le rêve. Donc du coup, elle donne, elle donne, elle donne. Donc l'autre se dit, c'est merveilleux, je participe à ce rêve. Donc qu'est-ce que je fais quand les deux êtres participent à ce rêve? Bah, je commence à donner, de la même manière que l'autre m'a beaucoup donné au départ. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pas je donne équilibré, c'est je donne tout. Je donne tout au début et l'autre, waouh, c'est merveilleux. Donc, le dépendant affectif, forcément, il a manqué d'affection. Dès qu'il arrive avec ce surplus d'attention, c'est magique. Forcément, pour eux, c'est magique puisqu'on passe d'un contraire à un autre. Et le problème qui se passe, c'est que c'est là où ça commence à ce qu'on a, on rentre dans l'emprise et donc dans ce que j'appelle pas le conditionnement, zut. Revenir, non, pas l'emprise, j'ai un trou de mémoire. Oui, le renforcement intermittent. Dans le renforcement intermittent, ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'au début, on a une drogue, hein, l'idéalisation, donc on goûte à un truc, c'est magique, c'est merveilleux, on adhère, on accroche à ce truc, on accroche de l'hameçon. Et donc, on finit par donner, et l'autre, le manipulateur, quand il voit que l'autre commence à s'investir, il commence à moins donner. Et au moment où il donne moins, la personne, là, on a deux choix de réagir. Soit, c'est de se dire, la personne me donne moins, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et si j'ai conscience de tous ces schémas, je sens que ce n'est pas la bonne direction, je me casse, je prends déjà la fuite. Soit, je rentre dedans en essayant de comprendre ce qui se passe. Et c'est là que tout commence en fait le jeu. C'est-à-dire que pas tout le monde je commence à comprendre, il n'y a rien à comprendre. On rentre dans le doute. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne tout d'un coup elle n'est plus aussi gentille avec moi? Pourquoi cette personne elle a pris cette distance? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai mal réagi? Est-ce que j'ai eu un comportement qu'il ne fallait pas? Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je surinvestis. Donc je surinvestis en faisant quoi? Je fais tout mon possible pour rapporter ce que j'ai eu au début. Et donc ce que j'ai eu au début, ce truc merveilleux que j'ai eu, je veux le retrouver. Mon but c'est ça. Donc je vais tout faire pour revenir à cette harmonie. Sauf qu'il n'y avait pas d'harmonie dès le départ. Et le manipulateur le sait. Donc qu'est-ce qui va se passer après? Au moment où je donne, je veux recréer de l'harmonie, la personne se calme parce qu'elle obtient sa dose. Et au moment où elle obtient sa dose, elle en veut encore plus. Forcément, le manipulateur, hein, il veut toujours soutirer davantage. Donc à ce moment-là, il va faire des crises. Donc des crises de toutes sortes, des crises qui ne veulent rien dire, enfin, dans tous les sens. Et là, ça commence à être dans du toxique. Donc du coup, ces crises, pareil, on tombe dans le cercle de je veux comprendre qu'est-ce qui se passe, j'ai pas envie qu'il s'énerve ou autre, je vais commencer à arranger les choses. Donc c'est toujours moi en fait qui arrange les choses, mais l'autre il bouge pas. C'est toujours moi le problème, il arrange, qui m'adapte, etc. Donc les hypersensibles et hauts potentiels sont sujets à ça parce qu'ils sont toujours en train de se remettre en question. Donc forcément, ils vont commencer à se suradapter en disant moi je suis capable de gérer,
moi je suis capable de comprendre l'autre, donc si je le comprends, je l'excuse, si je l'excuse, je suis capable de changer les comportements et de penser que je peux y remédier. Et donc, qu'est-ce que le manipulateur y fait? Et ben ensuite, il va commencer à jouer à l'intimidation, à la victimisation, pour en vouloir plus. Parce que ce qui va se passer à un moment donné, c'est que la personne va commencer à se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal. Et au moment où il y a quelque chose de pas normal et que la personne essaye d'en parler, comme toute personne censée ferait, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi pourquoi tu réagis comme ça. Et là, on se rend compte qu'on va dans un scénario négatif et toxique, c'est que la personne ne se remet pas en question et elle commence à dire à l'autre, c'est toi le problème, c'est à cause de toi que je me sens comme ça, parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait ça, tu te rends pas compte que moi j'ai des traumas, et comme j'ai des traumas, tu ne devrais pas réagir comme ça. Donc on joue à ce scénario-là. Et l'emprise, elle commence à prendre forme du moment Dès le que début, dès le l'autre moment où on commence à avoir investit. du doute, dès le moment où on commence à se remettre en question, dès le moment où on commence à se réévaluer et à perdre pied, on est déjà dans l'emprise. Parce que on perd notre équilibre. Donc, ce qui se passe après, c'est qu'on essaye de comprendre, l'autre réagit mal, donc on ne se comprend plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide de s'éloigner, par exemple. Il y en a des gens qui disent, bon, ça va plus, je m'éloigne. Et au moment où je m'éloigne, qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle redonne. Elle nous redonne cette dose magique du début. Alors, peut-être pas à 100% comme au début, mais elle donne 80%. Et là, on se dit, ah, mais c'est encore là. Ah, bon, ben, c'est qu'il y a peut-être des excuses. Qu'est-ce que la personne a fait? Elle retourne. Et là, les crises continuent, et de plus en plus. Et plus les crises continuent, plus je tolère, et plus je tolère, plus je commence à être victime de la situation, plus je commence à me laisser embarquer par quelque chose qui me dépasse, donc ça commence à être quelque chose de chaotique, on ne comprend plus rien, la logique, il n'y en a pas, et on essaye de contrôler et de comprendre tout ce qui se passe, et puis on fait ça piercer, et donc à un moment donné, c'est là où on commence à rentrer dans du conditionnement, c'est-à-dire que la personne, il faut bien comprendre dans l'emprise, c'est que la personne rentre dans notre psyché. Elle rentre dans nos valeurs, elle rentre dans notre monde. C'est le but des manipulateurs, c'est le but des personnes toxiques, c'est le but des pervers narcissiques, c'est le but des personnalités narcissiques ou autres. Ce sont des gens qui veulent rentrer dans notre monde. Pourquoi? Pour nous dominer, pour nous contrôler, pour pouvoir satisfaire leurs propres besoins. Et donc, ça satisfait leurs propres besoins. Donc, du coup, c'est à ce moment-là, quand on commence à être dans du doute, dans de l'instabilité, c'est là où on est le plus manipulable. C'est connu, même dans la politique, hein, si vous voyez, c'est le moment où il y a du stress là, avec l'histoire du Covid. Si vous regardez le Covid, c'est la peur, la panique, c'est à ce moment-là qu'on est le plus manipulable, parce que la personne va jouer après de la peur aussi. Donc, comme on est plus manipulable à ce moment-là, ça veut dire quoi être plus manipulable? Ça veut dire qu'on laisse rentrer beaucoup plus d'informations à l'intérieur de nous-mêmes. Ces informations vont commencer à s'intégrer comme des conditionnements à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces conditionnements vont créer des habitudes, et ces habitudes vont commencer à nous mettre dans une situation où on est complètement piégé, parce qu'on est complètement contrôlé et dominé par la personne. Par contre, cette domination, elle se fait progressivement. C'est par répétition, par habitude. Et là, notre cerveau enregistre ces éléments-là. Il faut savoir que pour changer un comportement, il faut changer des habitudes. Or, l'inconscient est en train de se créer un nouveau programme. Ce programme, comment il se passe dans l'emprise? Eh ben, il va se passer qu'on va commencer par ne voir plus que la personne à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que tout est fait en fonction de oui, mais l'autre. Oui, mais si je parle de ça, peut-être qu'il va mal réagir. Mes amis, je vais peut-être pas les voir parce qu'il a fait ci ou ça. Donc c'est là qu'on commence à aller vers un isolement. Et dans cet isolement, on se sépare des autres, on devient de plus en plus fragile à l'intérieur de nous-mêmes, on commence à perdre de l'énergie. Et comme on commence à laisser l'autre rentrer dans notre monde intérieur, on est dépossédé de nous-mêmes puisque l'autre nous possède. Donc, dépossédé de nous-mêmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre être et notre âme commencent à s'endormir, on commence à se faner gentiment, si on peut dire ça comme ça. Et donc, nous n'avons plus notre propre personnalité, nous commençons à avoir de la dévalorisation, à avoir une baisse d'estime, une baisse de confiance qui va s'installer de plus en plus, une perte d'énergie colossale parce qu'on cherche à arranger, à remédier, à essayer d'arranger ce qui n'est pas possible en fait, quelque part. Donc on perd le temps, hein, clairement. Et donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on a embarqué non plus ça, parce que l'autre a pris possession de notre psychisme et on n'arrive plus à s'en défaire dans notre tête après. Parce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le jour où on se sort de ce schéma d'emprise, oui, on s'en sort, dans la réalité, la personne n'est plus avec nous, et oui, on se sent libre quand la personne n'est plus avec nous. Par contre, psychiquement, elle est toujours là. Et c'est là qu'on se rend compte dans les traumas pour ces personnes-là. Je me rappelle d'une cliente, il y a quelques années maintenant, qui avait vraiment vécu ça. C'est là qu'on a pris conscience qu'elle vivait ça à l'intérieur d'elle-même. Elle a eu affaire à quelqu'un
voilà, du narcissique. Et en fait, cette personne n'arrivait plus à sortir seule et elle avait l'impression qu'elle était surveillée par lui en permanence. Partout où elle allait, c'est je suis surveillée par lui, je n'y arriverai jamais seule parce que cette personne est venue posséder son esprit, donc il est encore en elle. Et donc c'est à ce moment-là où il y a tout un travail thérapeutique pour aider la personne à se libérer de cette personne à l'intérieur d'elle-même qui continue en fait à la détruire. En fait. Et je me rappelle de la séance le jour où on avait réussi à libérer intérieurement cette possession de cette personne, ça a été une vraie délivrance pour elle. Et là, elle a pu ressortir dehors sans avoir la crainte et de se sentir libre et surtout de prendre conscience, ça j'invite vraiment les personnes, on est libre et on a le choix de décider et de reprendre le pouvoir. Oui. Mais c'est un vrai boulot et après, bon, il y a différentes phases. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur l'ancrage aussi? Mais je voulais juste apporter une petite aussi nuance aux dépendants affectifs, c'est que, enfin tout à l'heure tu disais que c'est des gens qui, pour réparer leur manque affectif quand ils étaient plus petits, parce que les personnes qui vont du coup donner à des personnes, et pas forcément les bonnes en plus, mais au contraire, ça peut être des personnes qui, comme ils n'ont jamais reçu d'amour, ils n'ont jamais connu ça, ils sont incapables d'en donner aussi. Donc, c'est des gens. C'est dur pour les gens de dire ça. Moi, je me souviens, j'ai une cliente, déjà, je lui disais, on ne peut pas aimer si on ne s'aime pas soi-même, c'était sûr que ça dit. Regarder avec une tête effondrée. Bah oui, parce que on n'est pas à l'écoute de ses besoins, on n'est pas à l'écoute de soi, on n'est pas à l'écoute de l'aide. Donc, ce qu'on pense donner à l'autre est comment dire, on parle de soi et c'est ça, c'est paradoxal ce que je vais vous dire, mais souvent quand on est en manque d'amour, on va vouloir donner à l'autre ce qu'on n'a jamais eu. Sauf que l'autre ne nous a rien demandé, l'autre ne nous a pas demandé de donner cet amour qu'il n'a jamais eu, puisque lui, il est à part. Et c'est souvent ce qui se passe dans les mères de famille, par exemple, qui ont manqué d'amour, elles se disent je vais tout donner à mon enfant parce qu'il a manqué. Si on est à l'écoute de l'enfant et si on est à suivre ses besoins, pas de problème, c'est ça. Maintenant, là où ça devient malsain, c'est j'estime savoir mieux que quiconque en tant que mère ce que mon enfant a besoin. Et surtout, je vais lui apporter ce que moi j'ai manqué. Donc, je fais vivre à mon enfant mon histoire, mon passé, à travers l'enfant et je te donne ce que moi j'ai manqué. Mais l'enfant n'a peut-être pas besoin de ça. Et ça crée une injustice. Et c'est là que j'invite les gens à la prudence là-dessus. C'est souvent là que les gens vont dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies, quelle ingratitude. Mais l'enfant n'a rien demandé. C'est ça le problème. Et après, pour en revenir à l'emprise, je voulais juste dire une chose. Là, j'ai donné vraiment le schéma des emprises, je vais dire, de personnes, de relations toxiques. Maintenant, bien évidemment, pour ces pervers narcissiques, ça va jusqu'à la destruction. Donc, ça va vraiment jusqu'à l'anéantissement de la personne. Donc là, ce qu'il faut comprendre aussi, qu'une fois qu'on est dans cette dépendance, et qu'on a du mal à en sortir, c'est parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent et pendant toute cette phase, comme je l'ai dit, on bombarde d'amour et après on nous enlève et puis après on nous fait des crises, puis après on nous rabaisse, puis après on a de la violence, ces choses-là. De passer tout le temps du chaud-froid et compagnie, en fait, le cerveau à un moment donné est en train de vivre du stress. Donc quand le stress est fait pour être momentané, sauf que là on est dans un stress qui commence à être chronique, on va vers ce qu'on appelle un stress post-traumatique, donc on va vers un trauma qui est en train de s'installer. Oui, à l'intérieur du cerveau parce que le programme est en train de changer. Et il faut comprendre que dans ce trauma, on commence à être fatigué, épuisé, nerveusement, physiquement, psychiquement, bien évidemment, émotionnellement. Bref, on est à bout, on est vraiment à bout. Donc là, on n'a même plus la force de sortir. Et là, ça va jusque-là. Et donc, du coup, ça change dans le synapse, parce que qui dit stress dit forcément changement de la chimie de l'organisme. Et ce changement de la chimie de l'organisme, ça fait complètement une dégringolade en fait, des neurotransmetteurs, donc sérotonine, dopamine, noradrénaline, tout ça, c'est un cocktail explosif dans le cerveau. Et donc, à un moment donné, la personne finit par être en dépression. Et c'est ce travail-là qui prend le plus de temps d'ailleurs dans le corps, qui demande voilà, du temps pour remédier, parce qu'il y a eu de réelles séquelles. Il y a des gens chez qui ça va rester, il y a des gens chez qui on peut encore... Tout dépend en fait du temps de répétition et temps que la relation a duré en fait, l'emprise. Donc plus c'est court, ça dépend des gens encore une fois, mais plus c'est court, c'est quand même un peu plus remédiable, que plus c'est long sur des années et plus c'est complexe en fait. Donc du coup, là, la personne, elle est complètement vidée d'elle-même, elle est dépossédée d'elle-même. Donc tout ça, vous dites aux gens, mais il faut que tu sortes de là, tu vois pas que c'est un narcissique ou un narcissique ou autre, sort de là, mais la personne n'a même plus la force la plupart du temps. Et psychiquement, elle est complètement dans la base du cerveau. Donc c'est compliqué de se dire je reprends la force de sortir de tout ça en fait.
C'est ça la complexité. Voilà. Donc ça va jusqu'à la destruction, alors que là, dans les relations toxiques, non, on va dans les cursus que j'ai donnés du début, on va pas forcément jusqu'à ça.